très vaste question, la dictature. En général, ce sont des facteurs externes, mais ça peut aussi venir de l'intérieur de la société. On a vu un certain nombre de dictatures qui se sont mises en place au cours du XXe siècle et souvent elle a été imposée de l'extérieur à des pays. Mais elle peut aussi provenir de l'intérieur, comme on a vu en Allemagne, en Russie, etc. Pour qu'une dictature s'installe, elle a besoin de la participation d'une partie de la société. Donc il y a une partie de la société qui suit un nouvel ordre social qui est imposé. En général, c'est une clique qui prend le pouvoir, qu'elle vient de l'intérieur ou de l'extérieur. Une autre subit, reste passive, et une autre partie résiste, plus ou moins. Et en général, c'est cette partie qui résiste qui est la plus intéressante. Pendant la dictature et aussi après, surtout. Pour que la dictature contribue à corrompre. C'est une forme de corruption. Une corruption d'une couche sociale, avec toujours, ce qui l'accompagne toujours, c'est la disparition de la société civile, qui en général, c'est à ce niveau-là que se forme une résistance, que s'élabore un discours, qu'a lieu l'activité économique. Au niveau de la société civile, et donc qui joue un rôle toujours très important dans une société, entre le peuple et la couche dirigeante. Si la société civile disparaît, le peuple est à la merci de la couche dirigeante. Le pire dans la société, dans la dictature, c'est justement la corruption, dont une partie profite au détriment des autres, et cette couche de la société corrompue, elle se croit dans son bon droit, elle ne doute pas d'être dans son droit, elle dispose du droit, mais à ses propres fins. En fait, ça devient une société qui est en dehors du droit parce qu'il y a une partie de la société qui a mis le droit à sa disposition. Et donc on voit que ça marche toujours comme ça dans les dictatures que nous avons vécues, que le pouvoir juridique est lui-même corrompu. Donc qui n'a plus la fonction d'un tiers, d'une instance tierce par rapport à l'exécutif et au législatif. Le pouvoir législatif lui-même aussi est corrompu, mais c'est la justice aussi qui participe. Et donc à partir de ce moment-là, l'individu n'a plus de recours, n'a plus moyen de mettre en cause ce qui se passe au niveau de l'exécutif. Alors le pire, c'est que même les individus sincères au droit, pour survivre, sont souvent obligés de se corrompre. Ils sont corrompus par le fait même que le système fonctionne ainsi. Et donc ça a beaucoup de conséquences, bien sûr, pour les individualités, au niveau individuel, au niveau des familles et de toutes les institutions. Et donc c'est une question surtout très importante au moment du passage à un autre système, au moment du passage à la démocratie. Ce qu'il faut encore ajouter à propos de la dictature, d'après l'expérience que nous avons eue au cours du XXe siècle, parce que c'est vraiment une forme de politique qui s'est imposée avec le XXe siècle. Donc ça a l'air, on a l'impression que c'est
limité dans le temps. Avant, il y avait des régimes absolutistes de la part des rois, par exemple, d'une couche aristocratique, mais ça soulève bien sûr aussi d'immenses problèmes, mais c'est différent. La dictature est une forme politique, de régime politique qui est tout à fait spécifique de notre modernité et qui est aussi lié, et ça c'est l'autre point important, à la fin d'une époque. On voit que c'est en fonction du pays et en fonction de la tradition qui existe dans ce pays que la dictature prend une certaine forme. La dictature, en général, donc j'ai dit, met fin à une époque où signale, et le signal que on est arrivé à la fin d'une époque sans que quelque chose de nouveau soit mis à la place. Donc elle signale une rupture dans la tradition. Et donc de ce point de vue, on voit justement différentes formes de dictature s'accompagnant d'un régime totalitaire ou non. On peut, à ce niveau de la discussion, dire que ce sont des termes à peu près synonymes, dictature et totalitarisme, c'est-à-dire de disposer de tous les pouvoirs à la fois. C'est ça, le totalitarisme. On voit qu'il y a différentes formes de dictature selon les traditions. Et donc, et qui sont les unes plus ou moins terribles que les autres. On voit en Chine une autre situation qu'en Union soviétique ou dans l'Allemagne nazie. Mais on a vu, justement, si on prend ces trois grands pôles, bon, il faudrait aussi ajouter l'Amérique latine, où c'est encore une autre spécificité, mais c'est chaque pays qui, à un moment donné, au cours du XXe siècle, a dû se situer par rapport à sa tradition politique et aussi sociétale pour, d'une certaine façon, se réinventer. Après, la dictature, et on l'a vu, est toujours un passage. Dans une des dictatures les plus terribles, dans l'Allemagne nazie, c'était un passage qui a duré 12 ans. Donc c'était relativement limité dans le temps. Mais on a vu dans si peu de temps quel ravage ça a pu faire. Mais pour l'Union soviétique, c'était un passage qui était très long, qui était on peut dire de 17 jusqu'en 89. Donc c'était un temps infiniment plus long, et donc qui a aussi, donc, de ce fait-là, laissé des traces beaucoup plus difficiles à effacer. Et dans ce type de dictature aussi, on a vu à quel point elle a été imposée de l'extérieur par un voisin très fort qui a constitué un bloc, on appelle du bloc soviétique, et qui a imposé un certain régime politique à toutes sortes de petits États autour, avec des conséquences, bien sûr, qui se manifestent jusqu'à ce jour. La famille est un autre lieu, on a parlé de la société tout à l'heure, la famille est un autre lieu qui a subi un clivage très important au cours on peut dire surtout depuis l'après-guerre, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La famille on dit toujours que c'est le noyau de la société. Ce avec quoi les anthropologues ne sont pas tout à fait d'accord. Ils disent que ce n'est pas forcément sur la famille
que se construit la société, mais que, comme dit Lévi-Strauss, la famille, dans une certaine façon, s'oppose à la société. Et la société, d'une certaine façon, est l'ennemi de la famille. Pourquoi? Parce que pour que une société fonctionne, pour qu'elle se construise, la famille doit se dissoudre. Ponctuellement, pas en entier, pas dans son ensemble, mais ponctuellement, pour qu'une nouvelle famille puisse se constituer. Et donc il y a un mouvement dialectique entre famille et société. Ce qui est important de considérer par rapport à la famille, c'est que les individus qui naissent dans une famille sont appelés à en sortir un jour, à ne pas y rester. Et donc, il y a certainement un changement qui s'est opéré à ce niveau-là, mais pas dans le sens où on pense en général que la famille est en train de se défaire. Elle est en train de se défaire sur un certain point, mais de se reconstituer sur un autre point, mais de se reconstituer autrement, avec le résultat très étonnant qu'on constate, que les individus sortent plus difficilement des familles. Contrairement à ce qui s'est produit encore dans les générations précédentes. Mais tout dépend bien sûr du contexte. Si on prend le contexte rural, par exemple, à la campagne, les gens restaient dans les familles, ils naissaient dans leur famille, mouraient dans leur famille, n'en sortaient jamais. Ou voilà, c'était le parcours habituel. Alors, à notre époque, la question qui se pose, c'est comment ce lien familial peut être clivé. D'abord, comment est-ce qu'il se constitue, et d'autre part, comment est-ce qu'il peut être clivé? Comment peut-on sortir d'une famille? C'est-à-dire dans quelle mesure ce lien peut-il supporter une coupure, un clivage. Et ce à quoi on assiste à l'heure actuelle, c'est qu'il y a toutes sortes de symptômes qui apparaissent, qui paraissent nouveaux. On parle d'une nouvelle clinique, je ne pense pas qu'elle soit tellement nouvelle, mais ce qui change fondamentalement, c'est la demande. C'est la demande qui s'adresse pas directement aux psychanalystes, mais indirectement quand même, qui s'intéresse peut-être à d'autres gens que psychanalystes, comme Safran le suggère, aux institutions. Effectivement, c'est une demande qui est le plus souvent prise en charge par des institutions sociales ou psychiatriques ou d'autres groupements. Mais c'est aux psychanalystes de se poser la question dans quelle mesure il peut amener aussi ces gens-là qui n'ont pas une demande d'analyse proprement dite, comment il peut les amener à faire un travail de réflexion et d'élaboration sur ce lien qui les tient. Donc certainement les demandes ont changé, ce ne sont plus les mêmes, mais c'est aussi une difficulté pour les psychanalystes d'entendre ces demandes, parce que ce ne sont pas des demandes directes d'une analyse, mais des demandes qui nécessitent peut-être une préparation bien plus longue pour amener quelqu'un à faire un travail analytique. Donc des gens qui s'adressent d'abord avec leur souffrance à des institutions qui existent, sociales, psychiatriques, et qui, de temps à autre, peuvent être amenés à poursuivre une élaboration plus poussée
de ce lien qui les tient et qui les enferme. La question du savoir du psychanalyste, c'est une question très large et difficile parce que c'est pas un savoir qui s'apprend dans les livres. Mais c'est un savoir qui puise au niveau, qui trouve sa source au niveau de l'inconscient. Celui des analysants, mais aussi celui de l'analyste lui-même. Et donc c'est un savoir dont il suppose, et c'est le point de départ de toute approche analytique, qu'il est déposé dans l'analysant. Et donc il est là pour aider ou accompagner l'analysant à élaborer quelque chose de ce savoir. Donc il peut effectivement être confronté à une résistance dans l'élaboration de ce savoir. Alors, le tout est de savoir de quel côté elle se situe. Est-ce qu'elle se situe du côté de l'analysant ou de l'analyste? On connaît cette formulation de Lacan disant que la résistance se situe du côté de l'analyste. C'est un aspect des choses, et je crois que pour lui, c'était très important. Il faut situer cette formule dans le contexte de l'époque, où il s'est surtout insurgé contre l'interprétation des résistances, constituées unilatéralement du côté de l'analysant. Alors qu'il y a aussi quelque chose qui résiste du côté de l'analyste. Mais on peut aussi entendre résistance d'une autre façon, comme un aspect nécessaire à l'élaboration. On a parlé tout à l'heure de la résistance au niveau des sociétés. Il y a quelque chose qui résiste au niveau de la société à l'imposition de la force ou à la corruption du droit. Donc la résistance n'est pas purement négative. Elle n'est pas purement rejetée, mais c'est là où ça résiste qu'il y a quelque chose à entendre. Et qu'il y a peut-être un certain rapport à la jouissance qui se manifeste à ce niveau-là, et que donc il est tout à fait important de se mettre à l'écoute de ce qui se dit dans ce qui résiste. Donc c'est à partir de là que s'élabore quelque chose du savoir de l'analyste, mais qui n'est jamais, disons, prétention de maîtriser, de disposer de ce savoir, mais qui est plutôt soumis à quelque chose qui résiste à sa maîtrise. Donc, dans l'élaboration lacanienne, on met le savoir en relation avec d'abord le retour du refoulé, l'élaboration de ce refoulé, mais aussi ce qui résiste à la levée du refoulement. Et donc, si on ne tient pas compte de cette résistance à la levée du refoulement, on a l'impression que tout pourrait être élaboré sur un plan purement symbolique, alors que ce qui résiste à la symbolisation, c'est plutôt du côté du réel. Et le savoir du psychanalyste doit tenir compte de ce réel. Donc finalement de ce qu'il ne sait pas, ou de ce qui, au fond de tout savoir, est une forme de non-savoir. Ce qui, aux formes de toute science, résiste comme de la non-science.
Et c'est à ce niveau-là que, donc j'ai dit que se situe le réel, en quelque sorte comme un noyau qui résiste, ce que Freud appelle le primaire. Et Lacan nous enseigne à quel point c'est à ce primaire qu'on a intéressé à s'intéresser.